Monsieur le leader. Madame la Présidente, au chapitre 43, nous allons réunir 4301 et 4302. Et en 4301, c'est un avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social abordable et familial ». Et en 4302, c'est avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal » afin de redéfinir les orientations au fin de l'adoption d'un règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social abordable et familial. Merci, Monsieur le leader. Monsieur Baudry, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Écoutez, c'est avec énormément d'émotion aujourd'hui que je viens vous présenter le nouveau règlement pour une métropole mixte. J'ai énormément d'émotion parce qu'après avoir travaillé pendant 15 ans en itinérance, en pauvreté, en exclusion, la cause du logement me tient vraiment à cœur et elle tient à cœur aussi à de nombreuses personnes qui sont ici. Là, je pense à l'implication de Sterling, par exemple, Nathalie qui a travaillé aussi dans le social, de l'autre côté, Christine, Benoît Langevin aussi, qui s'est engagé corps et âme pour cette cause-là. Donc, on vient ici, et plein d'autres aussi qui ne se sont pas nécessairement engagés dans les organismes communautaires, mais qui se sentent interpellés par cette situation-là à Montréal, qui est fondamentale, celle d'offrir un logement adéquat, décent aux Montréalais et Montréalaises, de tout horizon et de toutes conditions sociales. Aujourd'hui, on agit concrètement. On agit concrètement pour trois choses. Pour un Montréal plus inclusif, pour un Montréal plus équitable, mais surtout aussi pour un Montréal plus juste. Plus juste pourquoi? Parce que ce règlement va nous permettre de jouer un rôle structurant à titre de métropole dans le marché immobilier résidentiel et va nous permettre de continuer à offrir du logement adéquat pour tous les Montréalais et Montréalaises qui vivent des besoins variés. Et ces besoins, vous le savez, vous en entendez parler, ils sont vraiment variés et ils sont très importants. On n'a qu'à penser aux 23 000 ménages qui sont en attente d'un logement à l'OMHM. On peut penser aussi aux 155 000 ménages qui vont payer jusqu'à plus de 30 % de leurs revenus totaux pour pouvoir payer leur logement mois après mois. Il y a également le resserrement du marché locatif. On le voit aujourd'hui, c'est près de 2 % de taux d'inoccupation à Montréal. C'est vraiment inquiétant, mais quand on tombe dans le marché familial, on est en bas de la barre de 1 %. Sans parler également de la difficulté des acheteurs, de ces familles qui souhaitent acquérir une propriété, créer de la richesse sur l'île de Montréal, avoir un endroit à eux, un chez-soi sur Montréal. Donc, quand on regarde d'ailleurs les autres grandes villes du Canada, on n'a qu'à prendre l'exemple de Vancouver ou Toronto, on le voit que l'impact que peut avoir la spéculation et ces marchés qui sont en surchauffe, il est temps plus que jamais d'agir en conséquence. Et à Montréal, la bonne nouvelle, c'est que nous avons les moyens de le faire et on peut avoir l'audace de faire ces changements-là maintenant. En utilisant tous les leviers qui sont à notre disposition, on peut vraiment faire plus de place aux familles, à ces gens qui veulent justement avoir assez d'espace dans des logements décents à Montréal, mais également pour les personnes qui sont dans le besoin, comme je le disais tout à l'heure, qui vont vivre des situations de pauvreté, d'itinérance, des problématiques liées à la toxicomanie ou handicap ou autres. Donc, on peut, avec ce règlement, leur offrir un logement dans des quartiers vivants, dans des quartiers mixtes, dans des quartiers abordables. Le projet de règlement que nous vous proposons aujourd'hui n'est pas né de nulle part, on s'entend. Ça fait 15 ans qu'on fait de l'inclusion à Montréal, une quinzaine d'années. Vous acquiescez, évidemment, oui, effectivement. C'est une expertise qu'on a développée. C'est une expertise sur laquelle on a pu se baser aussi et qu'on a pu proposer un nouveau règlement avec plusieurs améliorations. D'ailleurs, des améliorations qui répondent à certains points soulevés par la vérificatrice générale. Le règlement en tant que tel, la majorité des constructions à Montréal auront maintenant l'obligation d'intégrer 20 % de logement social, 20 % de logement familial et également 20 % de logement abordable. Parce qu'une ville comporte des réalités qui sont diverses et on doit avoir un règlement qui puisse s'adapter aussi aux différents territoires. Et c'est pour ça que nous avons développé également un règlement qui va s'adapter aux différentes réalités de la ville. On a divisé la ville en 4 grands territoires, les territoires du centre-ville, les territoires du grand centre, les territoires des périphéries, les territoires des extrémités, justement pour permettre que l'impact du règlement sur le marché immobilier soit adapté
au type de territoire, au type de secteur, mais à la taille également des projets. Donc, on arrive ici avec un règlement qui est bien ancré dans la réalité et qui s'est construit dans les derniers 18 mois, donc 18 mois de travail acharné. D'ailleurs, je tiens ici à souligner, de un, la vision de notre mairesse, de deux, le travail de ma prédécesseur, Mme Popeanu, le travail aussi de toute l'équipe, mais également, M. Sauvé l'a dit tout à l'heure, les fonctionnaires de la Ville de Montréal qui ont travaillé et qui ont sorti des sentiers battus à notre demande pour justement arriver avec un règlement qui va avoir le plus d'impact sur les citoyens montréalais et montréalaises, mais le moins d'impact possible sur le marché. Et avec les études économiques qu'on a développées dans la construction de ce règlement-là, on peut dire mission accomplie parce que, et même Altus l'a confirmé récemment, ce projet-là va avoir un effet vraiment marginal sur les mises en chantier, mais surtout aussi sur le prix des unités de logement, ce qui fait en sorte que l'inclusion ne sera pas transférée à personne. On parle ici, sur tous les projets, d'environ un impact de 2 % d'augmentation des prix sur la première année si personne ne touche à ces marges. Donc, on peut penser que le marché va effectivement s'adapter. Et le marché, on a eu des échanges fructueux aussi avec eux tout au long du projet, tout au long de la construction de ce règlement, autant les constructeurs de logements sociaux que les promoteurs privés. Et on peut dire qu'on a trouvé des terrains d'entente. On a réussi à développer un règlement qui répondait autant à leur réalité, mais qu'à nos besoins et qu'aux besoins surtout des plus démunis des familles. Donc, je suis content aujourd'hui de vous dire que plusieurs promoteurs, à la fin de ces discussions-là, parce que c'est près de 20 rencontres qu'on a eues avec différents types de promoteurs, sont prêts aujourd'hui à passer à l'action, sont prêts aujourd'hui à développer cette ville que nous voulons qui soit accessible pour tous. Parce que je vous le rappelle, ce que nous voulions au départ, c'était de développer un règlement qui était viable, qui était adapté, mais surtout qui était prévisible. Viable économiquement, qui peut s'adapter à la nature de l'emplacement, de où les projets vont se faire, mais également à la taille des projets. Prévisible, arrêter cette distorsion en fonction des arrondissements, en fonction des négociations, mais pouvoir proposer un règlement qui soit juste pour tout le monde et qui soit aussi prévisible dans le développement des projets immobiliers. Et adapté, qui s'adapte d'ailleurs, viable, pardon, qui est viable économiquement. Donc, la concertation avec les différents partenaires ne va pas s'arrêter là, parce qu'ici, c'est une première étape, on dépose le règlement. Par la suite, il y aura des consultations à l'ECPM. J'encourage d'ailleurs tous les groupes à se faire entendre lors de ces consultations. On est convaincu d'avoir un règlement qui est équilibré, qui permettra de répondre aux besoins, mais comme je disais tout à l'heure, qui sera viable économiquement. Grâce à ce règlement, d'ici 10 ans, on va pouvoir avoir une ville plus mixte parce que ce règlement va pouvoir nous permettre de réaliser de nombreux logements sociaux, de nombreux logements familiaux, mais aussi de nombreux logements abordables. Le règlement, c'est un outil supplémentaire, ce n'est pas une fin en soi, parce que même si on peut penser de l'autre côté de la pièce, comme au niveau du commerce, qu'on est une administration d'un seul programme, on sait que pour une situation comme l'habitation qui est très complexe, on doit avoir plusieurs outils dans son coffre. Donc, le règlement en est un extraordinaire qui va nous permettre de développer notre prochain 12 000 logements parce qu'on le sait, il n'aura pas d'impact sur le 12 000 logements que nous travaillons ici. Il va avoir un impact à partir de janvier 2021. Donc, au-delà de ce règlement-là, comme l'avait dit Craig, c'est M. Sauvé, pardon, c'est plusieurs autres cordes à notre arc que nous avons ajoutées dans les derniers mois. Nous avons, par exemple, augmenté le niveau de subvention des projets en logements sociaux. Nous avons demandé et négocié des budgets supplémentaires pour débloquer des projets Axélogie avec le gouvernement du Québec qui ne voyait pas le jour. Nous avons investi pour faire l'acquisition de terrain pour développer des logements 100% social. Nous avons développé un programme d'acquisition résidentielle, un remboursement de la taxe de bienvenue pour de nombreuses familles qui font leur premier achat ou qui sont des acheteurs expérimentés. Nous avons également mis en place un fonds, et ça c'est très très important, un fonds de projets innovants pour pouvoir répondre justement à cette créativité qu'ont nos groupes communautaires, nos GRT pour des projets d'abordabilité durable, pour des projets de logement social, pour des projets qui ne rentrent pas dans les cases mais qui sont aussi nécessaires pour la vitalité de nos quartiers. Donc, finalement, si nous voulons que Montréal puisse continuer de se distinguer comme un milieu de vie de qualité, exceptionnel pour tous et toutes, une ville où il fait bon vivre et brasser des affaires et y investir,
Il faut prendre les moyens nécessaires pour y arriver. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que notre administration fait. Donc, je vous invite à voter tous et tous pour ce règlement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Baudry. La parole à M. Rotran. Merci, Madame la Présidente. Je ne partage pas du tout le point de vue de notre collègue, mais je dois reconnaître le courage politique de la formation en face qui propose un geste qu'on n'a jamais vu à Montréal, qui effectivement propose presque la socialisation des sols à Montréal, le contrôle des droits des promoteurs de faire des projets et effectivement impose une vision qui, à mon avis, va amener à Montréal des deux classes, les riches et les très pauvres et pas une classe moyenne. Et ça mène à ça. Madame la Présidente, ce qui est proposé, je sais comment seulement le 1er janvier 2021, après consultation publique, qui probablement va causer beaucoup de changements. Probablement, après l'étude à la OCPM, on aura des changements de nature de la geste qui est posée pour Camillien Hood. Ici, ça va plus loin des politiques d'inclusion qui existent déjà sur le terrain et celles qui étaient adoptées par quelques arrondissements pour un 20-20-20 il y a quelques mois, qui a touché seulement les projets dérogatoires. Ici, on propose de faire une obligation pour toute construction de 5 unités ou plus de plein droit. Madame la Présidente, les administrations et les gouvernements des extrêmes prennent des mesures extrêmes qui sont rarement dans l'intérêt public. On vient de voir à Québec que le gouvernement CAQ, qui représente une tendance de l'extrême droite, a adopté des lois qui vont à l'encontre de l'intérêt de Montréal, une ville avec une population diverse, en adoptant des lois 9 et 21. Ici, à Montréal, l'administration de l'extrême gauche propose des mesures qui vont ajouter énormément du coût pour des jeunes familles qui veulent acheter à Montréal. Effectivement, il propose de se substituer pour le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. Madame la Présidente, le logement social, c'est une obligation gouvernementale et effectivement, c'est juste de les faire pression pour qu'ils répondent à leurs obligations. Mais ici, on se substitue pour ces gouvernements. C'est la ville qui va forcer les premiers acheteurs de nouvelles constructions de payer vers un fonds pour créer les logements sociaux et abordables qu'ils veulent. Ce qui arriverait va probablement être très, très différent. On ne peut pas agir comme un État qu'on a une administration avec pas des vrais outils légaux de forcer le marché à conformer. Madame la Présidente, l'administration propose un geste utopique. Et ce qui arriverait probablement est qu'on va chasser des constructeurs et des promoteurs d'aller ailleurs. Il y a mention par notre collègue que Vancouver et Toronto ont fait quelques gestes. Et c'est vrai, ils ont fait quelques gestes, mais le gouvernement de Colombie-Britannique, comprendant s'il impose une taxe à les acheteurs étrangers, qui est le geste qui était posé à Vancouver, va les inviter d'aller 8 km vers l'est à Surrey, la ville qui accroît le plus rapidement en Colombie-Britannique, ou ailleurs dans la région de Vancouver. Donc, ils ont éloigné les zones pour prévenir ça. Et c'est la même chose qui est arrivée à Toronto. Le Greater Hamilton-Toronto area était inclus dans une grande zone où il y a certains contrôles sur l'achat pour l'argent étranger. Ici, on essaie, m'excuse collègues, vous essayez de faire un geste de contrôle qui touche uniquement la ville de Montréal, pas l'agglomération de Montréal, pas Longueuil, pas le CMM. Si je suis constructeur ou promoteur et quelqu'un va me dire que je vais faire une ou deux choses, je vais essayer de faire mon marketing seulement des gens très riches parce qu'on ajoute beaucoup de coûts à une unité, ou je dois mettre à côté tout profit possible, je vais penser fortement
La ville de Dorval, c'est pas assez loin, il y a terrain disponible. Et on peut densifier à $ des Ormeaux. Hey, guess what? Il y a un REM qui vient. Le grand gagnant de cette politique d'inclusion va être l'agglomération de Longueuil. Déjà, le centre-ville de Longueuil, c'est plus proche de le centre-ville de Montréal, comme des quartiers périphériques de Montréal, comme Pierrefonds ou Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, ou Montréal-Nord, ou même Saint-Laurent. Laval n'est pas très, très loin. On a un métro maintenant à Laval. On parle de la possibilité de prolongement des autres infrastructures de transport lourd. Je ne sais pas si un jour la ligne orange va y aller. On parle d'extension de la REM. À ce moment, hypothèse, mais effectivement, il y a des choix à faire pour des autres constructeurs. Messieurs, Mesdames les conseillers, Valérie Plante a su depuis le 14 février dernier l'impact de cette politique d'inclusion. Il y a un document, analyse d'impact, présentation de la APCHQ et l'Institut de développement urbain, daté le 14 février dernier, qui est donné à le bureau de mairesse. Il y a 2 jours de discussion. Et ce qui arrive, ils ont fait chiffrer c'est quoi le coût de 20-20-20. Impact sur les prix, les loyers des unités de marché. Dans le centre-ville, s'ajoute le scénario 20-20-20, 20% à l'achat des copropriétés, 20% et 19% aux locatives. Et si on ajoute le coût de taxes pour la REM, c'est plus 24% pour le copropriétaire et 22% pour la locative. Dans le centre de l'île, c'est moins évident, c'est seulement 13% l'ajout pour une jeune famille qui veut acheter pour la première fois et 16% pour la locative. Le coût réel pour une copropriété à 588 18 000 $ est un ajout de 88 000 $. Et pour le loyer, ça ajoute 360 $ par mois. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est les constructeurs de Québec et le EDU. Je sais qu'il y a des changements qui étaient faits de la proposition initiale, mais je ne crois pas l'étude de la ville qui dit l'impact va être mineur, ça va seulement ajouter 1 à 4 %. Disons, si les chiffres de la ville sont réels et c'est 4 % à la centre-ville, l'achat d'un copropriétaire à 550 000, ça ajoute 22 500, plus ça ajoute au coût de taxes de bienvenue. Si je suis une jeune famille, je vais faire le choix d'installer ailleurs. Et c'est exactement ce qui va arriver. We live in reality. We don't live in fantasy. We are living in a situation where Longueuil is going to have all sorts of advantages, and we're giving them more tools. Madame la Présidente, je dépose ce document. J'invite tout le monde de le regarder ou de me contacter. Je vais vous envoyer les chiffres par courriel. Madame la Présidente, il y a 3 choses devant nous autres aujourd'hui. 3 résolus. La première, le troisième, d'envoyer ça à la OCPM pour étude. Je vais voter en faveur de ça. J'invite tout le monde de le faire. Le OCPM, c'est indépendant. L'OCPM met beaucoup de l'eau dans le vin de cette administration le plus idéologique, moins pragmatique qu'on n'a jamais eu à Montréal. Deuxièmement, nous sommes appelés à mandater un élu pour tenir une réunion selon la loi Aménagement et Urbanisme. Cette loi, c'est une obligation. On peut évidemment voter en faveur de ça. Mais la troisième chose, ce qui est demandé est de nous donner notre confiance à cette administration pour substituer au gouvernement du Canada et au gouvernement du Québec pour régler tout problème de pauvreté et abordabilité de logement. Je vous invite à dire non. C'est mieux de l'envoyer sans un vote l'ensemble des dossiers à la OCPM. S'ils insistent de voter leur proposition qui est contredite par l'industrie, qui commence déjà à dire que l'impact économique va être néfaste pour Montréal 2021, 2022 et après, je vous invite, chers collègues, de ne pas leur donner le vote unanime qu'ils cherchent aujourd'hui. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Rotran. La parole au chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Si M. Marvin Rochon pense que c'est peut-être
la fin de Montréal. Peut-être Bobby Baudry pense que c'est vraiment la meilleure chose depuis sliced cheese. Moi, je pense que je suis entre les deux. Dans le sens que... Sliced bread, excusez-moi. Non, mais que je pensais, parce que point de privilège, vous avez dit que je pensais que... À l'effet que c'est la meilleure chose. Ah, d'accord, parfait, merci. Vous pensez que c'était la On ne vous comparait pas du grilled cheese. Là. Lorsqu'on observe la couverture médiatique de l'annonce la semaine passée, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a eu plusieurs messages par différents médias. Il y en a qui ont soulevé le fait comme quoi la ville essaye de développer évidemment plus de logements sociaux et abordables. Il y en a d'autres qui ont mis l'accent sur le fait que les promoteurs sont soucieux de l'impact économique. Il y en a d'autres qui ont souligné comme quoi semblerait être un règlement complexe, un règlement qui n'allait pas aussi loin que la promesse électorale. Habituellement, lorsqu'il y a plusieurs messages sur un même événement, ça démontre comme quoi c'est un enjeu assez complexe. C'est ce qui représente, parce qu'il y a tellement d'éléments, il n'y a pas un qui vient percer plus que d'autres. Évidemment, il y a le contenu, il y a évidemment l'objectif à cet égard-là. Et évidemment, nous reconnaissons la volonté de l'administration d'essayer de trouver un mécanisme qui peut, de façon significative, augmenter le nombre de logements sociaux abordables. Nous partageons tous, évidemment, les objectifs à l'effet que construire de nouveaux logements sociaux, ça fait partie d'une volonté d'avoir une ville inclusive, avec une offre de logements diversifiée, équilibrée et adaptée. J'ai pris ça, évidemment, de sommaire décisionnel. Le règlement est en cohérence, certains diraient même en continuité, avec la stratégie d'inclusion qui a été créée depuis 2005. Évidemment, il y a des ajouts significatifs à cela. J'aimerais d'emblée également remercier M. Baudry, qui a invité moi-même et ma collègue, Mme Karine Boivin-Roy, qui nous a fait une présentation du règlement en amont de la divulgation publique. On n'a pas eu le règlement en tant que tel, mais on a eu quand même plusieurs balises, plusieurs critères qui allaient venir. Ça nous a permis d'amorcer notre réflexion sur cet enjeu-là. Évidemment, on l'a reçu jeudi dernier. On a déjà commencé à l'analyser et on va continuer à l'analyser au cours des prochaines semaines et mois. On va évidemment suivre attentivement les différentes consultations publiques sur le règlement. Et évidemment, il doit reconnaître, quelqu'un qui regarde ça d'un point de vue objectif, doit reconnaître qu'il y a des avancées. Il y a des éléments positifs qui sont clairs. Je pense par exemple le fait qu'on veut uniformiser davantage les règles à travers les arrondissements. C'est quelque chose qu'on a entendu d'abord des promoteurs qui disent c'est compliqué de toujours faire face à différentes règles. On sait qu'une bonification avait été déjà amorcée en 2015 à la stratégie d'inclusion. Certains efforts ont été concrétisés. On vient ici, évidemment, aller plus loin. Une des questions qu'on va devoir répondre, c'est est-ce que les nouveaux critères, les nouvelles conditions sont un parterre ou est-ce qu'ils sont un plafond? Ça veut dire, est-ce que ça va être la norme existante pour tous les promoteurs dans tous les arrondissements, ou est-ce que les arrondissements vont pouvoir utiliser ça comme un minimum et pour essayer de négocier encore plus? Je n'ai pas la réponse. Je ne dis pas qu'on doit avoir la réponse aujourd'hui. On va attendre évidemment la tenue des consultations. Mais je pense, dans un contexte où l'administration veut effectivement avoir une prévisibilité, c'est une question qu'il faut adresser. Évidemment, il y a l'ajout des logements familiaux. C'est quelque chose politique pensait c'était nécessaire justement pour avoir une certaine adaptabilité, une diversité de logements. Ça fait beaucoup de sens. Il y a également une mise à jour au montant des subventions des logements sociaux, des contributions financières déposées dans le fonds mutualisé, des fonds importants qui vont permettre
potentiellement avoir plus de logements sociaux. Mais ce qu'on retient également, c'est le fait que lorsqu'on constate les messages qui sont passés pendant la campagne électorale, il y avait un beau slogan du 20-20-20. Et puis, lorsqu'on vient analyser les détails, disons que ce n'est pas exactement le 20-20-20. Pas exactement le 20-20-20, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis que c'est beaucoup plus loin de ce qui avait été anticipé. La preuve, c'est que l'analyse originale de Altus, de l'EDU, avait fait en sorte comme quoi qu'ils avaient présumé du libellé. Évidemment, ils sont venus avec une analyse d'augmentation de 16%, qui, avec le nouveau rapport, ne semble plus être le cas, mais rien que pour démontrer la divergence sur ce qu'on avait potentiellement promis, ou ce qu'on avait fait entendre, et ce qui est proposé. Et je pense que ce n'est pas, avec respect à mon collègue M. Baudry, ce n'est pas la solution d'envergure qu'on avait promis. Ça ne veut pas dire que c'est rien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reconnaître des avancées, mais d'essayer de faire croire que ça fait partie de la pierre angulaire pour pouvoir s'attaquer au cumul et au retard. Je pense qu'on va être déçu dans plusieurs années à cet égard-là. Je pense également que c'est ce qui a été soulevé dans le sommaire décisionnel. Le sommaire décisionnel répond à la page 10, comme quoi le règlement complète les moyens déjà mis en place par la Ville de Montréal pour répondre à ces enjeux, de l'inclusive, avec offre de logement diversité, etc. On parle également d'une évolution marquée par rapport. Ça, je pourrais peut-être être convaincu, peut-être, mais encore une fois, je pense qu'il y a encore beaucoup d'enjeux, beaucoup de questionnements qui sont soulevés avec ce règlement. Je vous donne quelques exemples. Il y a tout simplement des choses qui ne s'additionnent pas pour moi. On parle au GDD, lorsqu'on parle des impacts, on parle du fait qu'on va passer entre la stratégie d'inclusion et le projet de règlement, on va passer d'environ 400 logements sociaux par année à 600 par année. Donc on passe d'une plus-value de 200. Pourtant, en vertu de la stratégie, on s'applique seulement au projet dérogatoire. M. Baudry m'avait informé que ça représente environ 50% des projets. Donc on vient rajouter les 50 autres % des projets, donc tous ceux de plein droit. Pourtant, il n'y a pas une augmentation significative. La stratégie s'applique, revisée, à 100 logements et plus. Là, on parle de 5 et plus. On parle où, en vertu de la stratégie, les promoteurs vont recevoir des subventions, recevaient des subventions d'environ 12 000 $. La porte. Maintenant, on parle de potentiellement jusqu'à 50 000 $ la porte. Alors, on parle de tous ces éléments-là, de toutes ces bonifications-là. Pourtant, on vient rajouter 200 logements sociaux. On passe de 400 à 600, avec, semblerait, beaucoup plus d'argent à cet égard-là. On se rappelle également que la distance de 2 km pour le hors-site, à l'exception du centre-ville, où les promoteurs doivent construire à l'intérieur du périmètre de centre-ville. Alors, dans la stratégie, il y a un potentiel de 20% hors-site. Il y a, en vertu du règlement, du 20 à 22, dépendamment des différents secteurs. Alors, moi, j'ai un questionnement. Si M. Baudry a déjà les réponses, super. Sinon, on aura l'occasion d'en discuter. Également, on n'a pas encore nécessairement toute l'information. Lorsque ça a été présenté, on n'avait pas le rapport Cyrano. Depuis, on l'a reçu aujourd'hui. On vous remercie. On comprend qu'il est sous le pli de la confidentialité. Il y a certaines analyses qui ont été faites. Je pense qu'on va devoir s'attarder, évidemment, là-dessus. On présume qu'il va faire partie du débat public lorsque les consultations publiques auront lieu. Il y a un outil de calcul permettant de, je cite, de modéliser les impacts sur différents projets types. Je pense que ça, c'est quelque chose de très intéressant. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on devrait considérer à le rendre public justement pour la consultation publique. Si vous voulez le partager avant, on serait prenant. Mais je pense que s'il y a effectivement cet outil, un logiciel, je présume,
Ce serait intéressant de pouvoir le mettre en ligne pour pouvoir permettre des différents calculs. Je comprends qu'il y a certains défis à cet égard, je le présume néanmoins, mais je pense que c'est quelque chose d'important. Troisièmement, point de vue manque d'information, on a entendu Madame la vérificatrice générale ce matin et dans son rapport soulever la problématique concernant le bilan sur la stratégie d'inclusion. Elle parle d'un fichier Excel incomplet, elle parle que ce n'est pas clair, c'est un manque assez grave. Ce n'est pas une question de blâmer, c'est un questionnement pourquoi ça n'a pas été fait avant, mais je pense que c'est une obligation, une opportunité, sinon une obligation, pour pouvoir tirer avantage de cette opportunité avec le projet de règlement, pour pouvoir effectivement faire un peu de ménage, d'avoir les bonnes balises avec toutes les informations à cet égard-là. D'ailleurs, ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est même le comité Jacques Vigée, où on a présenté le projet, et eux-mêmes, ils ont déploré le fait qu'on ne leur avait pas présenté des données chiffrées présentant un portrait global ou des études d'impact projetées. À noter, en date du 15 mars, on parlait toujours, du moins ce que rapporte le comité Vigée, de 3 secteurs. C'est ce qu'ils ont mis à l'intérieur. On leur a présenté 3 secteurs. On apprend maintenant, évidemment, dans le règlement qu'il y a 4 secteurs. Et ils ont émis un avis favorable conditionnel à cet égard. Mais à la fin de la journée, avec les 200 logements sociaux additionnels en vertu du projet de règlement, disons qu'on transpose les chiffres de 2018, disons qu'ils sont véridiques, ce n'est pas ça avec lequel on va pouvoir s'attaquer à la liste de plus de presque 23 000 personnes qui sont sur une liste d'attente actuellement. Il y a évidemment beaucoup d'autres défis, vous le savez tous. Il y a le taux d'inoccupation qui est assez bas. On a évidemment à quel point quand on enlève également des logements au parc locatif en vertu de Airbnb. Donc il y a des défis importants. Et ce qu'on dit, c'est que c'est une réalité. Une réalité. On a déjà entre 17 et 19 millions de dollars dans le fonds mutualisé. On peine, nous, la ville, on peine à les utiliser parce qu'il y a beaucoup de défis à les utiliser. Ce n'est pas évident, indépendamment du détail du règlement. Alors, est-ce qu'on veut garder ça, le libellé 20-20-20 ? Est-ce qu'on veut dire que c'est un 15-20-15, un 15+? Bref, il y a des avancées à cet égard, mais pas de l'envergure avec laquelle on peut s'attendre. Alors, est-ce qu'il y aura du bien ? Absolument, fort probablement. Est-ce qu'il y aura du mal ? Potentiellement. Et là, je rejoins en partie certains des propos de M. Rotran. Comme quoi, si on prend les chiffres de Cyrano, disons qu'on prend pour acquis qu'il y aura seulement une augmentation de 4%. Ben, il faut noter que c'est 4% au-delà du marché montréalais, qui déjà est beaucoup plus cher que les villes liées et que les couronnes nord et sud. Donc, ce n'est pas seulement un 4%, il faut prendre ça dans un contexte du marché. Il y a évidemment l'étude qui est sortie la semaine passée qui réaffirme comme quoi vivre à la couronne sud, notamment, c'est pas mal moins cher que vivre à Montréal. On parle d'au moins 400 $ par mois à cet égard-là. Alors, on vient potentiellement et fort probablement creuser encore plus le différentiel et on vient porter atteinte à un certain niveau l'attractivité de Montréal et de ses villes avoisinantes. Alors, la VG, dans son rapport, a soulevé un enjeu intéressant sur le fait que le logement social est évidemment de compétences d'agglomération. Il y a une question qui a été posée, est-ce qu'il y aurait une considération à pouvoir étendre la stratégie d'inclusion, dans ce cas-ci le projet aux villes liées. Ils n'ont pas voulu se prononcer d'un point de vue juridique. Je ne sais pas si l'administration a fait l'analyse juridique. Si c'est le cas, ce serait intéressant. On espère, et j'ai entendu la mairesse la semaine passée dire comme quoi elle s'attend à ce que d'autres villes, Couronne Nord et Sud, CMM, s'attaquent à cet enjeu-là, qui vont développer leur propre politique d'inclusion. C'est possible, le temps va le dire, mais jusqu'à cela, c'est sûr qu'on va prendre le risque de pouvoir augmenter ce différentiel et encore rendre vivre à Montréal plus cher pour la classe moyenne. Encourager la classe moyenne qui quitte déjà à des chiffres assez importants dans les banlieues pour encourager même l'étalement urbain.
Alors, il y a des enjeux. En conclusion préliminaire, parce que j'ai un deuxième point qui est indépendant, si le règlement se base sur des principes louables par l'administration, si le règlement se base sur des principes louables que les administrations précédentes avaient amorcés à mettre en œuvre, et suite au fait qu'on a pu aller chercher d'autres pouvoirs, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je pense que tout le monde ici est prêt à le reconnaître. Et je suis prêt à reconnaître qu'il y a des avancées. C'est une question très souvent de dosage, une question d'équilibre à cet égard-là. Le temps va nous le dire. On aura l'occasion d'en débattre, évidemment, d'ici la fin de l'année. On aura l'occasion d'entendre de différentes parties prenantes et intervenants à cet égard-là. Mais dans un contexte où, notamment, on a eu la vérificatrice générale nous présenter un élément assez préoccupant, dans un contexte où j'ai entendu Monsieur le Président du Comité exécutif qu'il est tout à fait porteur de vouloir être une administration où il y a de l'imputabilité, il y a de l'efficience et de la transparence. J'ai un amendement à proposer pour le règlement en question. C'est un règlement que je vais donner ici au greffe qui est fort simple. Monsieur le greffier. Je vais laisser le temps de le distribuer. Mais ce qu'on demande, je vais le lire, c'est qu'on ait un rapport annuel détaillant par projet le nombre de logements sociaux abordables et familiaux construits en vertu du règlement, que le rapport annuel mentionné soit déposé au conseil municipal au plus tard le 31 mars de l'année subséquente. Alors, c'est un amendement qui vient tout simplement demander un peu d'imputabilité, transparence, notamment dans un contexte où il y a effectivement un flou d'après la vérificatrice générale ce matin, où elle reconnaît elle-même, elle ne peut pas confirmer, auditer le nombre de logements sociaux abordables qui ont été créés en vertu de la stratégie actuelle. Merci. Merci beaucoup, M. Perez. Alors, on va laisser la distribution des amendements. Et donc, je vais demander qu'on ouvre une nouvelle liste. On va peut-être. Est-ce que vous avez besoin d'un moment de suspension ou on continue? Parfait. Alors, M. Baudry, est-ce que c'est sur l'amendement? Parfait. Non. On vous écoute. Écoutez, il n'y aura pas d'accord de notre côté au niveau de l'amendement pour deux raisons. La première étant qu'il va y avoir des consultations à l'OCPM. Donc, ça va pouvoir être discuté à l'OCPM pour avoir des propositions parce qu'on va revenir ensuite ici en conseil pour voter le règlement en tant que tel. De plus, on avait déjà prévu de faire un rapport du règlement en 2023, donc 2 ans après son application. Alors, non, il n'y a pas d'accord sur l'amendement à ce stade-ci. Merci beaucoup, M. Baudry. Monsieur le chef de l'opposition, c'est sur l'amendement? Sur l'amendement, je suis déçu d'entendre qu'il n'y a pas d'accord de la part de l'administration. Je pense que c'est un amendement qui est très clair, très simple. Il n'y a pas d'enjeu politique, il y a un enjeu d'imputabilité et de transparence, nonobstant la volonté potentielle peut-être de revenir avec un rapport aux 2 ans. Je pense que, comme on l'a fait dans le passé, je pense que c'est une bonne chose d'exiger ça, d'autant plus que les propos de la vérificatrice générale sont aussi préoccupantes sur cet enjeu-là. S'il n'y a pas d'accord, je demanderai un vote nominal. Merci beaucoup. Monsieur le leader, c'était au sujet de l'amendement? Oui, bien en fait, c'était pour faire une demande de vote à main levée sur l'amendement appuyé de ma collègue Émilie Tullier, mais je sens que ça va se transformer en vote nominal. Alors, exactement. On va y aller en vote nominal. Donc, on va faire sonner les cloches et ouvrir les portes, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Alors, j'ai laissé exactement 1 minute, les cloches sonner. On va procéder au vote. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'un vote sur l'amendement sur le règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social abordable et familial. Et je vous demanderai de garder le silence pendant le vote. Monsieur le greffier. Madame la mairesse, Monsieur Doré, Madame Popéanou, Monsieur Wallet, Madame Goulet, Monsieur Caldwell, Madame Lavigne-Lalonde, Monsieur Baudry, Madame Filato, Monsieur Croteau, Madame Tuillier, Monsieur Parenteau, Monsieur Parizeau, Monsieur Limoges, Madame Moserolles, Monsieur Sauvé, Madame Miron, Madame Giguère, Madame Parent, Monsieur Norris, Madame Bourgeois, Monsieur Marinacci, Madame Bodanovic, Monsieur Lessard-Blais, Madame Montgomery, Monsieur Ryan, Madame Sigouin, Madame Gosselin, Madame Watt, Monsieur Tomlinson, Monsieur Normand, Monsieur Downey, Monsieur McQueen, Monsieur Arsenault, Madame Rouleau, Monsieur Posé, Monsieur Pérez, Madame Boivin-Roy, Monsieur Mielé, Madame Black, Monsieur De Souza, Monsieur Sari, Madame Gianou, Monsieur Salem, Monsieur Bays, Madame Latenzio, Madame De Ross, Monsieur Corville, Monsieur Langevin, Madame Rossi, Madame Descaries, Monsieur Perry, Madame Clément Talbot, Monsieur Gay, Monsieur Bissonnette, Madame Barbe, Monsieur Deschamps, Madame Zarac, Monsieur Miranda, Madame Hainaut, Madame Fumagalli, Monsieur Rapana, Monsieur Rotran. Pour 23, contre 35. L'amendement est rejeté. Alors, on va ouvrir les portes. Merci. Alors, on revient sur le débat initial. Donc, Monsieur Perez, il vous reste 3 minutes. Merci bien, Madame la Présidente. Mais mon intervention sur le fond est complétée. Le deuxième élément, qui est assez bref, c'est sur le processus à venir. Il y a 2 consultations sur lesquelles on nous demande de se prononcer. Donc, évidemment, il y a, en vertu de la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, une obligation d'avoir une consultation publique, si je comprends bien, même présidée par la mairesse ou son représentant, sur le projet de règlement en tant que tel. Ensuite, une obligation afin d'envoyer ça à l'OCPM dans un contexte où le règlement change le plan d'urbanisme. Le sommet décisionnel indique clairement que la consultation à l'OCPM sera accessoire. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement sur le fond. Et ma préoccupation, c'est comment est-ce que l'administration a l'intention de gérer ces 2 consultations. Très souvent, l'OCPM, c'est plus connu, il y a plus d'associations ou de groupes qui vont venir. Comment est-ce qu'on va gérer? Est-ce qu'ils vont être faits de façon concomitante? Est-ce qu'il y aura assez de délais, assez d'informations qui vont être soumis en amont? Parce qu'évidemment, comme je l'ai soulevé, nous on pense qu'il faut absolument partager autant d'informations que nécessaire. Donc, le rapport Cyrano final, parce que celui-là actuellement, il est seulement préliminaire, l'outil de modélisation que je mentionnais tantôt,
et un bilan sur la stratégie d'inclusion qui a de l'allure. Nous, on pense que c'est primordial. Finalement, normalement, c'est le conseil municipal qui doit déterminer de la date et du lieu de la consultation de la première. J'ai parlé avec le greffe, il m'a indiqué comme quoi le CE avait voulu déléguer ça au service du greffe. Alors, évidemment, on est très à l'aise avec cela, mais encore, si on peut nous expliquer de façon concrète quand est-ce aura lieu la consultation, quel délai au préalable pour qu'on puisse s'assurer que autant de parties prenantes et intervenants y participent. Je vous remercie. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur Baudry. Monsieur le greffier. Il me reste combien de temps? 10 minutes, parfait, excellent. Oui, effectivement, je vais répondre à l'ensemble des questions qui étaient là. Tout d'abord, vous disiez, monsieur chef de l'opposition, que effectivement, ce n'était pas la pierre angulaire. Je l'ai dit moi-même lors de mon intervention tout à l'heure, c'est un outil. C'est un outil qui est certes très important, mais c'est un outil. Il y a une administration qui se veut mettre l'habitation, comme la mairesse et notre administration le fait, au premier plan, ne peut effectivement pas se baser sur un seul outil, et c'est exactement ce qu'on fait. C'est exactement ce qu'on fait comme aujourd'hui, on révise les programmes de rénovation. C'est exactement ce qu'on fait quand on intensifie les interventions au niveau de la salubrité des logements. Mon point était en droit de réplique d'ailleurs. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on revoit les impacts, quand on met en place un programme pour des projets innovants en habitation. C'est exactement ce qu'on fait quand on est en train de revoir lui-même le programme Accès Logis Montréal, un nouveau pouvoir qu'on a obtenu pour pouvoir développer du logement social de façon plus cohérente, de façon plus en adéquation avec les besoins du milieu. Donc, là-dessus, c'est exactement, on est d'accord, c'est un pas qui est très important, c'est un pas qui est très audacieux, mais c'est un outil parmi plusieurs autres outils. Ensuite, sur l'étude d'Altus. Bon, là, je ne reviendrai pas sur les propos un peu désolants du conseiller M. Rotran, en se basant sur une étude, d'ailleurs, que Altus eux-mêmes ont revisé leur position dernièrement en disant effectivement, nous nous sommes trompés, nous nous sommes basés sur de fausses affirmations. On ne peut pas dire que ce sont basés sur un règlement parce qu'il n'y en avait pas de règlement. Il n'y en avait aucun règlement. Il y avait une intention de travailler sur un règlement, mais il n'y avait aucun règlement. Donc, ces chiffres-là ne tiennent pas. Et quand M. le chef de l'opposition parle d'un impact de 4 bien, je tiens juste à préciser que cet impact de 4 %-là, c'est seulement sur les projets de plein droit au centre-ville. Donc, 50 des chantiers au centre-ville qui sont de plein droit, certains d'entre eux pourraient avoir jusqu'à une augmentation de 4 Par contre, ailleurs, c'est moins de 2 on frôle même le zéro au niveau de l'impact. Donc, il faut faire attention quand on dit ça parce que le dérogatoire dans tous les incitatifs qu'on met en place vont trouver un avantage à notre nouveau règlement versus l'ancienne stratégie d'inclusion. Donc, c'est comme ça qu'on équilibre justement le marché et qu'on développe un règlement qui est responsable et qui est viable au niveau du marché, mais également au niveau de la Ville de Montréal. Ensuite, au niveau des 200 logements sociaux. Encore une fois, le chef de l'opposition choisit certaines données parce qu'effectivement, on dit qu'on va faire 600 logements sociaux par année. Si on prend par rapport à la stratégie, c'est effectivement 200 de plus. Mais il omet de dire qu'on va aller chercher jusqu'à plus de 10 millions, donc environ 33 millions de dollars, qui va nous servir à faire de l'acquisition de terrain pour réaliser des logements sociaux. Donc ça aussi, c'est un autre bénéfice. Il omet également de dire qu'on prévoit bâtir des logements abordables pour les familles aussi à chaque année. Et il omet aussi de dire qu'on va faire construire du logement familial dans le privé, qui est un besoin, qui est vraiment un besoin aussi pour plusieurs familles partout à Montréal. Donc, notre règlement va avoir un impact sur le logement social construit par l'industrie ou les terrains qui nous seront donnés par l'industrie, mais il va nous permettre, nous, la Ville, d'acheter d'autres terrains, d'acquérir des terrains pour faire des logements, pour faire débloquer des projets de logements sociaux qui ne sortent pas de terre. Ensuite, au niveau de l'outil de calcul, vous serez heureux d'apprendre, Madame la Présidente, que nous avons fait la demande de bâtir un outil auprès du service des TI. Un outil au même titre que des calculateurs sur les taux d'intérêt, par exemple, qu'on peut trouver avec les banques quand on veut faire un prêt pour une maison. Donc, un outil qui nous permettrait de faire des modélisations, mais aussi qui sera autant au service de l'industrie
que des arrondissements aussi, pour que ce règlement-là puisse atterrir de façon adéquate et que les gens soient à l'aise aussi avec ce nouveau règlement. Donc, c'est en cours, le mandat a été donné, ça devrait sortir en même temps que notre règlement. Au niveau des rapports, ça je l'ai dit, on avait prévu de faire des rapports en 2023. Monsieur Rotran demandait qu'on aille à l'OCPM, bonne nouvelle, on y va. La CMM. Il ne faut pas oublier que quand on reconnaît des gouvernements de proximité, quand on reconnaît que les villes sont des gouvernements de proximité, on n'a pas d'affaire, nous, Montréal, de leur dire quoi faire. Et par contre, on a un rôle en tant que métropole de les influencer. On a un rôle en tant que métropole de les informer. On a un rôle en tant que métropole de leur partager des bonnes pratiques qu'on a mises en place ou qu'on développe. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et vous le savez, on le sait tous, à la CMM, on sait que 15 municipalités qui représentent 70% de la région métropolitaine sont en réflexion et à l'intérieur de ça, de très grandes villes sur un projet de règlement et d'inclusion. Et j'ai été présenter moi-même personnellement ce projet de règlement-là, comme j'ai fait au chef de l'opposition, ce projet de règlement à plusieurs maires de ces grandes villes de la CMM et qui se sont dit ravis et très intéressés. Et même à l'extérieur de la CMM, on le voit, le maire de Drummondville, le maire de Gatineau sont des maires qui se sont positionnés en disant qu'effectivement, chez eux, c'est des réalités, il y a des besoins et ils veulent aussi réglementer avec ces nouveaux pouvoirs-là qui nous ont été donnés, non pas avec le statut de métropole, mais avec celui des gouvernements de proximité. Ensuite, de dire que si on fait ce règlement-là à Montréal, les projets vont fuir vers Laval, vont fuir vers Longueuil. Il faut faire attention à ça. Déjà, l'étude de Cyrano regardait au niveau des mises en chantier, pas seulement sur le coût, mais aussi sur l'impact des mises en chantier. Et cet impact-là est évalué de façon très marginale parce qu'on a une forte élasticité du marché immobilier à Montréal, plus particulièrement au centre-ville. De plus, les autres villes qui sont en périphérie, vous n'allez pas me dire qu'on est capable de vendre le même produit qu'on vend au centre-ville de Montréal, à Brossard. Ce n'est pas le même cadre bâti, ce n'est pas le même zonage, ce n'est pas non plus le même type de clientèle, ce n'est pas les mêmes actifs d'avoir des stations de métro, d'avoir des véritables TOD. Même avec l'arrivée du REM, Montréal reste encore très concurrentiel à ce niveau-là, donc ce n'est pas le même marché. En 2005, quand il y avait eu la stratégie d'inclusion, c'était la même rengaine. On va faire fuir les capitaux de Montréal, ils vont aller vers les autres villes de la CMM, on va les développer. Il n'y a jamais eu autant de mises en chantier actuellement à Montréal et on a travaillé à l'inclusion. Donc, il faut arrêter de faire peur à la population. Ici, on vient prendre nos responsabilités. Et c'est la responsabilité, M. Rotran, du gouvernement de proximité d'agir au niveau de l'inclusion, d'agir au niveau du logement social. Parce que je ne suis pas sûr que d'entendre ce que vous dites sur la socialisation des sols, les familles montréalaises qui peinent actuellement à se trouver un logement seraient heureux de l'entendre. On a des familles actuellement qui ont de la difficulté à se trouver un logement à Montréal. On se doit, en tant que gouvernement de proximité, de tout mettre en œuvre pour les accompagner à ce niveau-là. C'est notre devoir, c'est important. Donc voilà, on a ici, encore une fois, un règlement qui est équilibré, qui a été travaillé avec les groupes sociaux, qui a été travaillé avec l'industrie, qu'on va présenter à la population, dont tout le monde va pouvoir commenter, va pouvoir ajouter sa vision, sa loupe lors des consultations. Ah oui, d'ailleurs, ces consultations-là, vous posez la question, elles se feront en même temps. La consultation avec l'élu et la consultation de l'OCPM, c'est une considération qu'on avait aussi de notre côté, comment on est capable de proposer deux consultations sans qu'il y ait de distorsion. Donc, la consultation menée par l'élu se fera en même temps que l'OCPM et nourrira d'ailleurs le rapport de l'OCPM à ce niveau-là. Donc voilà, un règlement adapté, un règlement viable, un règlement prévisible et un règlement dont nous sommes déjà très, très fiers, mais nous serons encore plus fiers le jour où nous l'adopterons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Baudry. M. Rotran, c'est sur quel point? Non, c'est seulement pour inscrire ma décision sur le premier résolu qui est le règlement. Je suis en faveur du deuxième et troisième, soit la réunion obligatoire mandatée par la loi et le mandat au CPM pour la consultation publique. Merci, M. Rotran. Alors, c'est noté. Madame la leader.
Nous allons présenter, je m'excuse, je n'ai pas compris ce que mon collègue Rotran dit, mais nous souhaitions présenter une motion pour scinder le vote en 3 parties. La première partie sur l'adoption du règlement, la deuxième partie sur le mandat M. Baudry en tant que responsable de l'habitation et le troisième mandat, le troisième volet, celui du mandat à l'OCPM. Et c'est Je ne sais appuyé pas par... si c'est ce que mon collègue Rotran dit, appuyé de mon collègue Lionel Pérez. Parfait. Mais en fait, ce que M. Rotran demandait... Bon, ça revient au même. Alors, on va scinder le vote en 3. Et donc... Au lieu de compliquer la chose, on va tout simplement indiquer notre décidence sur le projet et on vote en faveur des consultations. Vous allez voter en faveur des consultations. Comme sur le temps, exact. C'est noté? Parfait. Excellent. Alors, ce point en fait, cet avis est déposé. Monsieur le chef de l'opposition? Pour clarifier, c'est les votes sur le 4301 et 4302 également, où il y a le même élément. Monsieur Rotran? M'excuse, Madame Hainaut veut s'inscrire comme décident sur le règlement également. OK. Je vais avoir de la misère à vous suivre si vous parlez en même temps, là. Est-ce qu'il y a des dissidences sur 43.02? Non. Alors, c'est uniquement sur 43.01. Et dans le cas de M. Rotran, votre dissidence est seulement sur le premier. Et l'opposition officielle également, et là, Mme Hainaut également souhaiterait inscrire sa dissidence également sur le premier élément. Monsieur le chef de l'opposition? Exactement. Donc, Merci. pour le 4302, dissidence sur le premier et on vote en faveur. Parfait. C'est noté. Alors, c'est adopté. Monsieur le leader? Madame la Présidente, au chapitre 44, en 4401, c'est l'adoption sans changement du règlement intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin de modifier la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle de l'arrondissement de Ville-Marie par le retrait dans la liste des habitations du bâtiment portant le numéro 330 rue Christin. Merci beaucoup, Monsieur le leader. Et c'est adopté. Au chapitre 46, avant de faire le chapitre 46, Madame la Présidente, je propose il y a quelque chose en suspens depuis hier, on pourrait déposer le 7-11, qui est le rapport du Conseil de rapport jeunesse. d'activité du Conseil jeunesse de Montréal. Parfait. Alors, au point 7.11, Madame Goulet. Excusez-moi, merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, il me fait grand plaisir de déposer le rapport d'activité 2018 du Conseil jeunesse de Montréal qui a fêté, lui aussi, son 15e anniversaire cette année. Le Conseil jeunesse joue un rôle essentiel pour faire entendre la voix des jeunes Montréalaises et Montréalais de 12 à 30 ans. Et en conseillant la mairesse et le comité exécutif, il aide l'administration municipale à mieux répondre aux enjeux d'aujourd'hui et aux défis de demain auxquels fait face notre métropole. En 15 ans, le Conseil jeunesse a déposé 24 avis et une vingtaine de mémoires sur divers enjeux municipaux. Parmi ces réalisations, nous pouvons souligner la réouverture du TAS, l'apparition des BICSI, la création des conseils jeunesse en arrondissement, les projets d'utilisation d'espaces vacants à travers la ville et la création de sections pour adolescents dans les bibliothèques municipales. Parmi les faits saillants de 2018, le Conseil a produit cette année un avis sur la mobilité des jeunes Montréalaises et Montréalais. Et dans le contexte où la Ville de Montréal établit son second plan de transport, il est essentiel d'identifier les enjeux reliés à la mobilité durable. Le Conseil a également déposé un mémoire dans le cadre de la consultation de l'OCPM sur l'avenir du parc Jean-Drapeau. Il a aussi participé au comité d'orientation du plan d'action montréalais pour l'enfant 2019-2020 et joué un rôle consultatif pour sa rédaction et sa mise en œuvre. Et le Conseil est également un partenaire actif de la table sur la diversité, l'inclusion et la lutte contre les discriminations que notre administration a mises en place. Alors, comme perspective d'action pour l'année en cours, les membres que j'ai rencontrés sont très préoccupés par l'enjeu de la transition écologique et ils veulent proposer des perspectives d'action à la Ville.
C'est dans cette perspective qu'il compte produire cette année un avis sur la transition économique vers un futur durable. Il va aussi poursuivre sa collaboration à un projet de recherche internationale très intéressant qui s'intéresse à la place des jeunes dans 4 grandes villes du monde, Montréal, Paris, Hanoï et Mexico, notamment dans la perspective des jeunes qui transgressent les codes urbains actuels et qui transforment la ville et éventuellement sa gouvernance. Alors, l'apport du Conseil jeunesse dans ce projet va être de mener une étude sur Montréal, ville nocturne, et sur la place des jeunes dans notre ville la nuit. Il va produire également des recommandations dans le cadre de la consultation sur la période de questions du public au conseil municipal et également participer à la consultation de l'OCPM sur le racisme et la discrimination systémique en y déposant un mémoire. Alors, pour l'étendue de toutes leurs actions, je pense qu'il faut féliciter ses membres et l'équipe qui les accompagne. Ils et elles font un travail très inspirant pour notre administration et notre ville. Alors, permettez-moi de nommer rapidement les membres sortants de cette année. Amina Janssen, Jérémy Garot, Kunze Lee, Jessica Manzia Satoud, Albert Kai Luan Fung. Et ses membres actuels, Alice Miquet, qui est la présidente actuelle, Catherine Verville-Provencher, qui est la présidente sortante, Rami Habib, vice-président, Jessica Kondemi, Simon Cousineau, Omid Danesh Chakraki, Yazid Djenadi, Valérie Dusablon, Rim El Ouazani, Benjamin Herrera, Audrey Frédéric Lavoie, Niam Léonard, Xia Ma, Anne Xuan-Lan Nguyen et Michael Vrobel. Alors finalement, en référence au point 51.01 de l'ordre du jour, permettez-moi de féliciter et de souhaiter la bienvenue à un nouveau membre du Conseil jeunesse, M. Sébastien Houdin Filipecki de Ville-Marie. Il est étudiant actuellement à l'Université McGill et il a couvert la dernière campagne municipale pour le journal francophone de l'université, comme d'autres sujets. Il a également travaillé la violence sexuelle sur les campus et le mouvement étudiant pour la rémunération des stages. Il est actuellement stagiaire au Bureau canadien du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Alors, merci à toutes et à tous et on a hâte de vous lire et de vous entendre. Merci beaucoup, Mme Goulet. Malheureusement, le point 51.01 n'a pas encore été appelé, alors il s'en vient dans quelques minutes. Merci, Mme Goulet. Monsieur Langevin. Sur le chapitre 7. Oui, allez-y. Nous saluons le Conseil jeunesse pour son rapport annuel. Ce document nous permet de constater que le Conseil jeunesse est très actif. Multiplie les rencontres et la présence dans les événements et rédige plusieurs avis et rapports pertinents à la vie publique montréalaise. Nous saluons aussi la prise de position du Conseil jeunesse avec son avis sur la mobilité des jeunes, notamment sur le sujet de l'élargissement des heures d'ouverture du métro de Montréal. De plus, la motion que nous avons présentée pour inclure un jeune sur le conseil d'administration des sociétés paramunicipales et autres instances de la Ville de Montréal a été inspirée par une demande de longue date de plusieurs groupes, notamment celui du Conseil jeunesse, qui avait inclus cette revendication dans le rapport sur la représentativité des jeunes en 2015. Suite à l'annonce faite par l'administration, le Conseil municipal a adopté notre motion qui comprenait comme mesure la tenue d'un suivi annuel sur le progrès des nominations des jeunes sur les conseils d'administration. Nous comptons sur la collaboration de notamment le Conseil jeunesse pour ce suivi et pour pousser les élus dans la bonne direction. En tant qu'élus, nous sommes heureux de voir que le Conseil jeunesse continue de faire des recommandations et d'amener les enjeux qui touchent les jeunes sur la voie publique. Le travail du Conseil jeunesse est de brasser la cage, d'arriver avec des idées innovantes et d'exposer la réalité des jeunes aux élus et aux instances décisionnelles. Le Conseil jeunesse le fait très bien et continuera de le faire. Nous les remercions pour leur travail et avons hâte de continuer de collaborer avec eux dans les années à venir. Merci. Merci, M. Langevin.
Ce point est adopté. Monsieur le leader. Madame la Présidente, au chapitre de la toponymie, nous allons réunir les items 4601 à 4604. En 4601, on nomme l'avenue Jenkins et l'avenue Scagnatarati dans l'arrondissement de la Chine. En 4602, on nomme le parc des Pointelières dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. En 4603, on nomme le parc des Eaux-Cachées, situé sur l'îlot Saint-Thomas dans le sud-ouest. Et en 4604, on nomme la place William Dow, l'espace public situé à l'angle des rues Peel et Ottawa dans le sud-ouest. Merci beaucoup. Madame Vodanovic, à vous la parole. Chers collègues, aujourd'hui, nous nommons 2 rues. Les premières rues du nouveau développement résidentiel d'un secteur de la Chine-Est, ancienne friche industrielle. Une des rues se nommera Avenue Jenkins, en mémoire de la Jenkins Valve, qui opérait sur ce site même où se construit présentement l'un des plus grands projets d'habitation à Montréal. La seconde rue, Scagnatarati, signifie en Mohawk de l'autre rive ou on the other side of the river, nom que la communauté de Kahnawake donne à la Chine. Le fleuve Saint-Laurent nous sépare. Scagnatarati, car c'est sur ce territoire, de l'autre rive, que les Mohawks ont travaillé depuis la fin du 19e siècle sur les nombreux chantiers de la compagnie de la Dominion Bridge basée à la Chine. C'est sur une des premières grandes réalisations de la Dominion Bridge en 1886, lors de la construction du pont, le Canadian Pacific Railway Bridge, reliant la Chine à Kahnawake, que les Mohawks découvrent leur habileté de monteurs d'acier. Donc, depuis ses débuts, 25% des travailleurs de la Dominion Bridge étaient Mohawks. Ils ont, pour ces compagnies nationales, construit des ponts ferroviaires pour le Canadian Pacific Railway, le premier chemin de fer transcontinental à relier le Canada d'est en ouest. Avec la Dominion Bridge, pendant 100 ans, ils ont construit le Canada moderne en bâtissant les pylônes hydroélectriques de la centrale de Manicouagan à Montréal, des navires pour la Première et la Deuxième Guerre, les bâtiments les plus hauts et les ponts les plus grands de leur époque, tels le pont Jacques-Cartier et le pont Lionsgate de Vancouver. Courageous and brave, the ironworkers drew the skyline of the modern cities of North America by erecting skyrises such as Place Ville-Marie, emblem of Montreal, and the Twin Towers, icon of New York. It is time to honor this collaboration by naming the first street in Lachine East, Scagnatarati, Lachine in Mohawk. It is time to begin to recognize this nation's important contribution, one that has collaborated with ours to shape modern-day Canada. Cette collaboration, elle est vivante, elle se transforme. L'arrondissement de la Chine, le conseil de bande de la communauté Mohawk de Kahnawake s'engage dans une collaboration continue. Et ce vendredi, Journée nationale des peuples autochtones, nous vous donnons plus de détails sur nos travaux et nous vous invitons à être des nôtres à 11h30 devant le musée de la Chine, ancien poste de traite de fourrure, la maison Lebert-Lemoine, pour en entendre davantage sur cette collaboration qui se crée chez nous à la Chine avec le conseil de bande de Kahnawake. Merci. Merci, Mme Vodanovic. Mme Descaries. Merci. Donc, j'interviendrai au point 4602. La nomination d'un parc aux abords du fleuve Saint-Laurent qui rend hommage aux femmes de Pointe-aux-Trembles est bienvenue. Donc, contemporaines ou appartenant à une autre époque, les femmes de Pointe-aux-Trembles ont joué un rôle déterminant pour tisser cette collectivité. Mentionnons notamment, lors de la colonie, 12 filles du roi se sont installées à Pointe-aux-Trembles. Les religieuses ont pendant longtemps aussi marqué une présence féminine importante avec leur couvent sur leur bord de l'eau, près du parc des Pointelières que l'on nomme aujourd'hui. D'ailleurs, couvent qui se situe maintenant à la place de la Maison des citoyens de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Aujourd'hui, les femmes rayonnent plus que jamais comme des leaders à Pointe-aux-Trembles. Mentionnons Nicole Léger, élue pendant plus de 20 ans comme députée de Pointe-aux-Trembles, qui, lors de son départ, a été succédée également par une femme. Francine Lalonde fut députée en 1983
2013 jusqu'en 2011 au fédéral, suivi d'une autre femme, F.P. Clay, jusqu'en 2015. Au niveau municipal, Jacqueline Bordelot, élue en 1986 dans Pointe-aux-Trembles, a fait partie des femmes qui ont marqué l'histoire du conseil municipal de la ville de Montréal en siégeant sur le premier comité exécutif paritaire hommes-femmes de la ville de Montréal. De plus, notre arrondissement s'est vu succéder à la mairie 2 femmes au poste de mairesse depuis 2010. Les femmes au premier plan à Pointe-aux-Trembles, il y en a. Louise Mascard, présidente de la Chambre de commerce de la Pointe-de-l'Île, Gisèle Merlot, fondatrice du Centre des femmes de Pointe-aux-Trembles, et il y en aurait une autre liste, mais je vais vous faire fi de tous les noms. Donc, la vie politique, économique et sociale de Pointe-aux-Trembles nous donne des exemples de femmes influentes à qui nous devons de rendre hommage. Le Parc des Pointelières appellera à tous la vitalité des femmes de chez nous, de Pointe-aux-Trembles. Merci beaucoup. Merci. On se rappelle, on ne tape plus sur les tables, s'il vous plaît, dans les bureaux dans la salle. Merci beaucoup. Madame Suley, merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce sera pour les points 4603, 4604. Alors, écoutez, au 4603, on vient nommer un nouveau parc dans le sud-ouest, bordé par les rues William de la Montagne, du Séminaire, Ottawa et Saint-Thomas. Alors, un nom d'une poésie incroyable, le parc des eaux cachées. Il faut savoir qu'à cet endroit, il y avait un ruisseau qui a été canalisé au 17e siècle par les Sulpiciens pour amener de l'eau dans les moulins, notamment les moulins de la Pointe-à-Calière, que nous connaissons encore aujourd'hui. Le progrès étant parfois un retour dans le passé, nous construirons à cet endroit précis un bassin de rétention, donc pour retenir les eaux de pluie un certain moment avant de les renvoyer dans les canalisations. Donc, nous aurons 2 significations très précises pour le parc des eaux cachées. Donc, il y aura de l'eau sous nos pieds quand nous sommes à cet endroit-là. Et toujours dans le sud-ouest, au coin des rues Peel et Ottawa, nous faisons une nouvelle dénomination également, donc la place William Dow, pour souligner la brasserie qui était à cet endroit-là avec cette famille d'entrepreneurs. Montréal est une ville de brasserie, de microbrasserie, et encore aujourd'hui, nous sommes reconnus pour ce segment de l'économie. Alors, ça vient faire un rappel aussi à des personnes qui ont contribué à la vitalité économique de Montréal et qui se poursuit aujourd'hui encore par d'autres personnes. Donc, 2 toponymes avec les 2 autres que nous avons vus aujourd'hui. Là, nous avons l'éventail de ce que nous faisons en toponymie à la ville, donc de rappeler le passé, de rappeler avec le projet Toponymel comment les femmes sont présentes dans la ville et de faire des liens avec les communautés autochtones aussi. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mme Sully. Et je pense que le maire Lessard-Blais était bien content, basé sur ses gestes dans la salle. Donc, Mme Parent. Oui, un petit mot pour souligner le travail de ma collègue, la mairesse Vodanovic, dans ce dossier. On a parlé hier de la célébration. Oui, pardon, oui, excusez-moi, 4601, merci. On a parlé hier donc du mois de l'histoire des peuples autochtones, de notre semaine de la réconciliation du 21 juin, qui est la journée nationale des peuples autochtones. Ce geste, il est important. La toponymie autochtone est essentielle. Elle marque la trame urbaine, elle marque le territoire. Et dans un des piliers de notre stratégie de réconciliation, il y a la relation de gouvernement à gouvernement, le travail d'élu à élu et le respect des nations pour ce qu'elles sont. Et c'est exactement ce travail que notre collègue a débuté et fait de façon exemplaire. Alors, je voulais saluer ce travail important et je vous invite tous à cette célébration aussi le 21 juin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ce bloc de points sont adoptés. Monsieur le leader. Monsieur le Président, au chapitre 51, en 5101,
C'est une nomination au Conseil jeunesse de Montréal et il est proposé par moi-même, appuyé par M. Sylvain Ouellette, de nommer M. Sébastien Houdin Philippe-Équi à titre de membre du Conseil jeunesse de Montréal pour un premier mandat de 3 ans, se terminant en juin 2022 en remplacement de M. Simon Cousineau, et de remercier M. Simon Cousineau pour sa contribution au sein du Conseil jeunesse de Montréal. Merci beaucoup. M. Langevin. Félicitations à M. Sébastien Houdin-Philippe-Équi pour sa nomination au Conseil jeunesse. Je voudrais aussi remercier tous les candidats qui ont soumis leur nom pour le poste libre sur le Conseil jeunesse. Nous avons eu plusieurs candidatures de qualité. M. Houdin-Philippe-Équi est un étudiant très impliqué, comme le démontre son CV et ses accomplissements. Malgré son jeune âge, il préside un CA. Il est membre actif d'une publication étudiante et fait du bénévolat. Aussi, soulignons qu'il est un modèle à suivre pour les étudiants internationaux. En effet, il s'est beaucoup impliqué à Montréal depuis son arrivée pour ses études et c'est pour cela qu'il est nommé au Conseil jeunesse aujourd'hui. Je lui souhaite un bon mandat au Conseil jeunesse. Je remercie aussi M. Simon Cousineau pour son engagement auprès du Conseil jeunesse et dans la vie civique montréalaise. Merci. Merci beaucoup. Le point est adopté. Nous allons procéder. Monsieur le leader. Monsieur le Président, pour ramener 4209, j'attendrai que le président du comité exécutif soit de nouveau parmi nous. Alors, je passerai la parole à ma vis-à-vis de l'opposition pour le chapitre 65, pour l'instant. Parfait. Merci beaucoup. Donc, la motion 6501. En fait, non, nous allons procéder avec celle sur les abeilles en premier. Je pense que c'est 65. C'est 65. OK, 6504. On va débuter avec celle-là. 6504. C'est ça. Et ensuite, Correct. on va continuer avec les autres. Il y a accord entre les deux formations. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a accord? Oui. Oui. Monsieur le greffier, je suis même positivement d'accord. Ça permet à Mme Lalonde, qui est notre porte-parole, d'être présente pour le débat parce qu'elle doit quitter ensuite. Super. Donc, il y a consensus passé. Donc, est-ce que je comprends qu'on parle des abeilles puis ça va être M. Miali? We'll create the buzz. Vous avez tout compris. Et voilà. C'est... Oui. Alors, on va tâcher d'en produire, mais entre-temps, je vais vous produire cette motion. Donc, je tiens avant tout à... Bien. L'enjeu est néanmoins sérieux, dans le sens que la motion que nous apportons ici, Monsieur le Président, afin d'adopter une stratégie de protection des pollinisateurs, regroupe à la fois un volet environnemental, un volet de développement durable, un volet de biodiversité, mais il ne faut surtout pas négliger et obscurer l'aspect économique. Les pollinisateurs jouent un rôle pour l'agriculture, les cultivateurs primordial. C'est même extrêmement difficile de chiffrer la valeur économique que jouent ces insectes dans la production de nos fruits, la production de tant de produits dont nous consommons et des produits naturels avant tout. Alors, à ce titre, il y a, donc, en faisant l'analyse, on s'aperçoit qu'il y a, des enjeux que peuvent vivre les pollinisateurs à cause d'une prolifération, entre autres d'abeilles domestiques, par exemple. C'est l'un des enjeux que nous avons. Une prolifération, on estime qu'en 2007, le nombre de ruches urbaines à Montréal a augmenté de 1200 %. Nous comptons aujourd'hui près de 700 ruches dénombrées, inscrites, mais nous pouvons estimer qu'elles sont encore plus importantes en nombre. Pourquoi je parle du nombre de ruches domestiques? C'est qu'il y a les deux sortes de pollinisateurs sont nécessaires, que ce soit
les abeilles domestiques ou les abeilles dites plutôt sauvages, mais elles ne se nourrissent pas de la même sorte de plantes. Les abeilles domestiques, entre autres, sont généralistes. Elles vont pouvoir utiliser et se nourrir de toutes sortes de végétation, tandis que les insectes, les pollinisateurs, eux qui sont sauvages, vont polliniser davantage des essences de fleurs sauvages qui se manquent ensuite en termes de carence. Pourquoi? Parce que s'il y a une prolifération dans un lieu donné d'abeilles domestiques, eh bien, elles risquent de se nourrir et ensuite on a un manque de végétation qui peut servir aux abeilles de leur côté sauvage. Ce qui fait que on risque d'avoir une perte d'espèces. On dénombre à peu près 177 sortes d'abeilles sauvages sur le territoire, mais lorsqu'elles meurent, on les perd massivement. Alors, la stratégie que nous demandons, c'est avant tout d'avoir un portrait, un diagnostic du nombre de ruches que nous avons vraiment sur le territoire. Donc, nous disons de réglementer, de contrôler le nombre de ruches. Et je tiens à le dire d'emblée que nous avons une proposition. Je tiens à saluer la collègue Laurence Lavigne-Lalonde qui déposera. On peut commencer à distribuer la version à tous. Oui. Donc, je dépose cet amendement appuyé de Mme Laurence Lavigne-Lalonde, de ma collègue Laurence Lavigne-Lalonde. C'est une nouvelle version qui a été... Oui. Donc, si vous permettez, je continuerai sur l'amendement. Donc, entre autres, le contrôle du nombre de ruches présentes sera analysé dans la stratégie, à savoir si éventuellement nous pourrons contingenter. Pourquoi contingenter? C'est que ça serait l'une des mesures. Hein? Si dans un territoire donné, on voit qu'il y a une prolifération de ruches domestiques, alors l'une des façons serait peut-être de mettre un cap à ça. Mais, encore plus facile, ça serait d'intégrer la protection des pollinisateurs dans l'ensemble des programmes de verdissement de la ville, incluant les projets d'initiative citoyenne, tels que les ruelles vertes, les toits végétalisés, les jardins communautaires. Bref, Monsieur le Président, de s'assurer que nous plantons des végétaux qui peuvent nourrir nos pollinisateurs. Nous avons déjà des stratégies de verdissement. L'important, c'est que nous nous éloignons de la monoculture, nous nous éloignons de plantations qui n'apportent pas un cycle ne favorisent pas le cycle de biodiversité que nous tâchons de maintenir ici, donc de planter plus de plantes indigènes et de plantes nectarifères en chevauchant leur période de floraison afin que les différentes saisons puissent aussi être moins un enjeu pour nos pollinisateurs. Donc, sensibiliser aussi la population à l'importance des pollinisateurs. Je tiens à dire que dans notre arrondissement, on le fait depuis déjà quelques années, si tant est que notre arrondissement a été reconnu à Saint-Laurent par l'association de Bee Cities comme 26e institution, première institution québécoise à recevoir cette accréditation. Et nous avons donc reçu cette accréditation officiellement la semaine dernière. Et je vois que le maire de Saint-Laurent amène son abeille qui lui a été donnée symboliquement la semaine dernière. Et même mon collègue Salem qui l'aborde, qui la porte allègrement. Moi, je l'endosse au quotidien avec mon nom. En ce qui concerne... à vos souhaits. Bien. Ensuite, que la Ville travaille sur cette stratégie de concert avec le gouvernement du Québec.
c'est très vrai. Pourquoi? Parce que le gouvernement du Québec, à travers le MAPAC et à travers d'autres instances, incombe la responsabilité de réglementer ou non l'apiculture urbaine. Que la Ville s'engage à publier un suivi annuel des actions menées dans le cadre de la stratégie de protection des pollinisateurs. Nous avons différentes façons de pouvoir bonifier ces mesures. On l'a dit, que ce soit à travers le verdissement des ruelles vertes, à travers le verdissement de nos lieux publics, les médianes, ainsi de suite. On peut penser à une multitude de façons. Et enfin, nous souhaitons à ce que la Ville de Montréal reçoive l'accréditation de B-City Canada d'ici 2020, donc que nous puissions éventuellement tendre à obtenir cette accréditation, un peu comme la Ville de Montréal l'a aussi obtenue avec la Ville amie des Monarques que nous avons déjà obtenue par le passé. Je vous remercie. Je cède la parole à ma collègue Laurence Lavigne-Lalonde. Parfait. Donc, juste pour vérifier, oui. Merci. Donc, juste pour vérifier, donc, déposé par Mme Lavigne-Lalonde, l'amendement? Non? C'est une nouvelle version complètement. Donc, OK, c'est correct. Donc, attends, donc c'est plus un amendement. Ben, c'est un amendement. OK. Parfait, ça me va que ce soit la nouvelle version. Parfait. Donc, juste pour être sûr, OK, au niveau du dépôt, merci. Monsieur Rautran, sur la nouvelle. Monsieur le Président, évidemment, j'appuie la nouvelle version comme l'ancienne version. Excellente initiative. Je remercie le conseiller Miali pour avoir l'amené ici. Et cette motion arrive à un temps très propice. Je ne sais pas si les membres du conseil sachent, mais le 8 à 10 septembre prochain, la plus grande fédération des apiculteurs au monde fait son convention à Montréal. Apimondia, qui existe depuis 1883, a choisi Montréal. J'ai rencontré une délégation de cette fédération. J'ai parlé au secrétaire général, Riccardo Giannini Sebastianini, et j'ai écrit à Alan Marcoux, directeur général, le 3 mai 2016, pour l'avertir qu'effectivement, cette organisation qui est présente en 50 pays, dont le Conseil canadien du miel est membre, va amener entre 8 000 et 10 000 délégués à Montréal. Et effectivement, leur action et leur programme est semblable à ce qui est dans la motion qui est devant nous autres aujourd'hui. M. Marcoux a m'écrit en juin 2016 disant que la Ville va donner un appui. J'imagine toutes les démarches de discussion entre l'organisme étaient faites avec la Ville. Sinon, j'ai donné une copie de ma lettre à la greffier pour transmission à notre nouveau directeur général, M. Serge Lamontagne. J'invite les élus de regarder le site web de Apimondia. Ce qu'il fait pour l'apiculture est vraiment impressionnant. Merci, M. le Président. Merci, M. Rautran. M. Deschamps. Très rapidement, Monsieur le Président, moi, je suis d'accord avec ce qui est proposé. Je voudrais juste apporter un élément qui a été porté à mon attention. L'année dernière, nous avons placé des ruches à la salle où il y a des citoyens qui ont développé des ruches. Et il y a des gens qui m'ont parlé, puis ça a l'air très banal ce que je vais dire, mais qui sont allergiques. Et je me demande si nous ne devions pas ou devrions pas ajouter quelque chose pour... ça a été dit par mon collègue, là, mais pour bien communiquer à la population les bienfaits d'une telle stratégie, mais une façon aussi pour ceux ou celles qui pourraient être dans une situation difficile ou inconfortable suite à des piqûres d'abeilles, entre autres, s'il n'y aurait pas aussi une façon de communiquer, une manière de se protéger. Alors, vous allez me dire que ça n'ajoute pas aux aspects positifs de la résolution, mais je pense à cette personne, entre autres, et il y a probablement d'autres Montréalais ou Montréalaises qui sont dans cette situation. Je ne sais pas, je l'ai formulé très rapidement, mais si on pouvait ajouter quelque chose comme que la Ville informe la population des bienfaits de cette stratégie et de la manière de se protéger. Je ne sais pas si on peut ajouter ça, là, si les gens qui proposent seraient d'accord. Voilà. Il y a consensus pour l'ajout? Oui. Merci, juste pour être capable de le formuler. Il y a... Oui.
pour Mme Zafra. M. Mialet? Oui, donc il y a consensus. Maintenant, est-ce qu'on peut ajouter se protège les personnes qui ont à se protéger autour de quelque chose du genre? Quelque chose du genre, il faut le formuler. Ça vous prendrait avez quelque chose de raison, plus médecin, concret. Alors, vous pourriez répéter? Monsieur le greffier. C'est indiqué que la Ville informe la population des bienfaits de cette stratégie et de la manière de se protéger. Donc, que la Ville informe la population des bienfaits de cette stratégie et de la manière de se protéger. Pour les personnes à risque. J'ajouterais pour les personnes à risque. Oui, pour les personnes à risque. D'accord. C'est parfait. On est d'accord? OK, on est d'accord. Tout le monde? Oui, d'accord. Super. Merci beaucoup. Donc, cet ajout il est fait. Merci beaucoup, M. Deschamps, pour votre intervention. Mme Lavigne-Lalonde. Merci, M. le Président. Merci à M. Mialet d'avoir accepté de discuter de cette motion en premier. En effet, la question des pollinisateurs est très importante à la Ville de Montréal. Des fois, on a l'impression que c'est un sujet qui est un peu léger, mais en effet, il y a des bienfaits à avoir des pollinisateurs sur le territoire de l'île de Montréal. On parle ici des abeilles principalement dans la motion, mais c'est important de savoir qu'il n'y a pas que les abeilles qui sont des pollinisateurs. Il y a aussi plusieurs autres insectes qui le sont. Et il y a aussi plusieurs initiatives que la Ville de Montréal met déjà en place pour s'assurer vraiment d'avoir un environnement qui permet qui permet aux pollinisateurs de survivre dans un milieu urbain et même de pouvoir être protégés. Notamment, on a parlé tout à l'heure rapidement là, de Oasis pour les monarques, qui est un programme d'espace pour la vie, mais il faut savoir qu'Espace pour la vie a aussi d'autres programmes qui se déploient sur le territoire de la Ville de Montréal, qui ne sont pas des programmes qui sont simplement déployés sur le territoire du Jardin botanique ou de ses installations, comme le Jardin pour la biodiversité, qui propose d'intégrer des espèces de plantes nectarifères ou mellifères indigènes pour justement les pollinisateurs indigènes. Les jardins nourriciers aussi qui proposent d'ajouter des fleurs nectarifères aux fruits et aux légumes qu'on plante sur le territoire. Et Jardin pour les oiseaux qui aussi est un autre programme qui est mis en place pour s'assurer qu'on ait un environnement qui soit plus favorable et qui permette de protéger ces espèces qui sont évidemment en déclin. On travaille, et je termine là-dessus parce qu'on a déjà dépassé le temps, on travaille depuis 2017. En fait, en 2017, il y a eu un portrait de l'apiculture urbaine qui a été fait par le Bureau du développement durable en lien avec plusieurs autres partenaires, comme notamment le groupe en agriculture urbaine de Montréal, les marchés solidaires Frontenac, et le ministère, le MAPAC et d'autres partenaires. Et on y mentionnait justement, puis ça fait un peu référence à ce que M. Deschamps disait, que dans les prochaines étapes, là, ils ont fait un portrait, puis ils guidaient un peu sur qu'est-ce qu'on devrait faire pour protéger les pollinisateurs. Et on disait que, premièrement, il faut sensibiliser la population à l'importance de ces pollinisateurs sur le territoire, mais aussi, justement, sensibiliser à comment réagir si on voit un essaim, etc. Comment faire pour les protéger, comment faire pour vivre avec eux dans notre environnement. Et ensuite, comme deuxième étape, ils proposent évidemment de responsabiliser les producteurs. Et ensuite, en troisième lieu, ils disent il faut étudier après ça si une réglementation est nécessaire. Ce qui était dans le rapport, c'était qu'à ce stade-ci, la réglementation n'était pas nécessaire, mais que la sensibilisation l'était. Et c'est pour ça qu'on s'est entendu là, avec M. Mialet sur la proposition finale qui vous est là, qui est oui, il faut établir une stratégie, mais avant de dire qu'on veut contrôler le nombre, mais juste de s'assurer de l'ensemble des mesures qui sont proposées, d'évaluer l'impact de chacune de celles-ci pour s'assurer que ce qu'on va mettre en place ait le plus d'impact pour réellement protéger les pollinisateurs. Donc, je remercie l'opposition pour cette motion et je remercie l'ensemble des collègues qui appuieront cette motion. Merci. Merci beaucoup, Mme Lavigne-Lalonde. Donc, il n'y a pas d'autres interventions. La motion est adoptée. Il est 17 heures. On va prendre pause pour... Oh! Oui? On va avoir besoin d'ajourner 2 minutes le temps qu'on se consulte entre nous. Oui? Oui. On va ajourner 2 minutes avant de... Parfait. Donc, on reste tous dans la salle pour quelques minutes. On ajourne. On revient avant de prendre la pause.
Donc, on prend place, s'il vous plaît. On ajourne. On va ajourner, Oui. Monsieur le Président, pour le lunch. Donc, on ajourne, on revient à 19h. Merci beaucoup.